Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère. Et oui, on se retrouve enfin pour un nouveau Zap Crypto. Et on débute direct avec notre Fear and Greed Index, comme d'hab. Du côté crypto, on est aujourd'hui dans la zone neutrale à 48. Du côté des marchés US, on est également dans le neutral à 55. Mais alors, que s'est-il passé? Alors je vous rassure, rien de grave, mis à part une petite péripétie. Eh oui, j'ai pété le PC du boulot. Comment? J'ai renversé mon café dessus. Est-ce que ça se passe de commentaires? Oui. Est-ce que j'ai pu le sauver? Eh bien, je l'ai remis en main propre à Jimmy, qui fait partie de la communauté. Et je le remercie infiniment pour le temps qu'il prend pour essayer de sauver mon petit bébé. Et si vous êtes de Marseille, sachez que vous pouvez également avoir accès à son expertise. Alors si tu as besoin de conseils, de réparation ou tout simplement faire un achat, vous pouvez retrouver sa boutique directement à Marseille. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et si tu es en plus un mordu de tutos informatiques, je t'invite vivement à t'abonner à sa chaîne Accessoires Asus. Vous pouvez retrouver le lien en haut à droite. N'hésitez pas à aller lui donner un max de force. Bon, et mis à part mon PC pété, eh bien, comme je vous l'avais annoncé en décembre dernier, avec nos FOMO, on s'était donné un an pour voir si la chaîne était viable. Alors nous sommes très heureux de voir que la chaîne plaît, mais nous n'avons toujours pas le bon système économique qui va derrière. Du coup, pour pouvoir investir davantage sur la chaîne, nous avons dû nous trouver un petit mi-temps pour ne pas toucher à nos investissements. Et vu que j'adore pousser les choses à leur paroxysme, eh bien on a postulé dans l'entreprise la plus même de l'écosystème crypto, j'ai nommé McDonald's. Alors voilà, depuis 3 semaines maintenant, nous sommes tous deux en mi-temps, alors il nous fallait surtout un petit temps pour s'organiser, pour s'adapter, et je suis heureuse de vous dire que la machine est enfin repartie. Vous pensiez tout même pas que vous alliez faire le bull run sans moi quand même. Et pour ceux qui se posent la question des lives, ils seront toujours présents, mais ils seront peut-être changés de date. Peut-être que je les ferai dans la semaine, vu que je travaille dorénavant le dimanche, mais d'ici là, je vous préviendrai. Et si tu veux rester aux nouvelles, sache que tu peux me retrouver sur le Telegram, le Zap du Coin. Et j'en profite pour remercier tous les membres de la communauté qui nous ont rejoints depuis le temps. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec autant de personnes bienveillantes et passionnées par le même univers. Alors si ça te dit, je te mets le lien en haut à droite. Et en parlant taf, je commence le boulot dans moins d'1 heure. Du coup, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente semaine ainsi qu'une belle journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Alors on va passer maintenant à la première actualité avec Solana à l'arrêt. Ça ne choque même plus en fait. La blockchain du coup de Solana est de nouveau en ligne en fait après 2 tentatives de redémarrage du réseau. Les ingénieurs ont continué à surveiller la performance du réseau après la première tentative de redémarrage à 1h28 et à 2h09 du coup le problème a été résolu et en fait le réseau était tombé en panne tôt le matin, d'accord, du 25 février, ce qui empêchait du coup le traitement des transactions sur le réseau. Une première tentative de redémarrage a été inefficace, ce qui a du coup conduit à une deuxième solution. Et vous le savez, la blockchain Solana a connu plusieurs temps d'arrêt dans le passé en raison bien de son accent sur le support d'un débit de transaction élevé. Sauf que au final, on voit que ça tient pas du tout. Et du coup, ça peut mettre en fait une forte pression sur les nœuds pour rester synchronisés. Et du coup, en fait, ça a tombé en panne le 25 février, tôt le matin, et ça a seulement été remis en route vers 2h du matin, d'accord? Donc, rendez-vous compte, donc tôt le matin, on va dire vers à peu près 10h, je sais plus exactement, 10h, 11h. Du coup, ça fait à peu près plus 10, 12, 14, ça fait à peu près 14 heures d'arrêt. Rendez-vous compte, hein. Rendez-vous compte quand même. Enfin, on est sur une blockchain qui se veut performante, qui se veut décentralisée, soi-disant, etc. Bref, et elle est quand même restée en panne pendant 14 heures. 14 heures, rendez-vous compte. Et l'excuse des Solana maximalistes, c'est « Oui, mais la blockchain est en bêta. » Écoutez, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Cette blockchain pue la merde. On va pas se mentir. Sérieusement, 14 heures en panne. Faut arrêter de nous prendre pour des cons au bout d'un moment et de nous sortir l'excuse du « Oui, mais c'est en bêta. » Non, faut arrêter les conneries. Vraiment. Today's been really tough. This is my bench right here. Gonna be sleeping on tonight, so. Lui, c'est Mike Black, un millionnaire devenu sans abri dans le but de gagner $1 million à partir de rien et en seulement 12 mois, tout en documentant son voyage en ligne pour que
tout le monde puisse le voir. I'm cutting off my entire network. I'm draining my bank account to $0. I'm leaving behind my 7-figure business, putting all my belongings in storage, and I won't even have a place to live. This is the $1 million comeback. Oh, the project is gonna be like this? No, everything was a curveball. This is my one pair of clothes that I'm taking with me. I have a cell phone and I have a backpack with camera gear. The keys are officially turned in. The project has started. Now I gotta figure out what the to do. Ce que Mike ne savait pas à l'époque, c'est que l'année qui allait suivre serait la plus difficile de sa vie. Mais pourquoi a-t-il décidé de faire ça? I'm gonna try to panhandle and make a couple bucks. Not worried about food at all. I can go a couple days without eating. Hey, how are you? I was wondering, do you have any like water cups by any chance? Finally, someone nice enough to give me some water. Début 2020, année du Covid, l'année a été compliquée pour des millions de personnes. Des gens ont tout perdu cette année-là. Mike voulait être un exemple vivant. Il voulait prouver qu'il était possible de revenir plus fort, même en partant de très bas. On commence avec mes 10 conseils pour te lancer dans le Web3. J'ai décidé de classer ces conseils du plus facile au plus difficile. C'est parti, on commence avec le niveau le plus facile selon moi. C'est de faire un peu ce que tu es en train de faire là, c'est de suivre du contenu sur les réseaux sociaux. Alors du contenu, t'en as sur toutes les plateformes, sous tous les formats, que ça soit podcast, newsletter, YouTube, vidéo, enfin bref, post Instagram, tu l'auras compris. Choisis le réseau que tu préfères et va piocher du contenu dedans. Pour le Web3, on a quand même Twitter qui se démarque en termes de création de contenu, mais également les newsletters qui sont une source intarissable de savoir et de connaissances dans le Web3. Donc moi personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est le format newsletter. Je te mettrai d'ailleurs quelques sources dans la description de la vidéo si jamais ça t'intéresse. Sinon, le réseau qui est aussi pas mal sous-estimé, c'est LinkedIn. LinkedIn, tu peux trouver des créateurs de contenu qui vont vraiment expliquer aussi des formats de manière beaucoup plus sérieuse. Donc c'est quand même ultra intéressant lorsque tu souhaites te lancer. Si tu veux te lancer dans les cryptos, cette vidéo est faite pour toi. Mais je dois te prévenir, te lancer dans les cryptos, ça peut également être très frustrant. Parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'il y a encore à apprendre. Les cryptos, c'est un univers énorme et c'est en constante évolution. Il y a toujours plus de gens qui s'y intéressent et toujours plus de gens qui construisent de nouvelles choses. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas juste une seule discipline, ça implique des notions de mathématiques, d'informatique, d'économie, de droit et même de philosophie. Tu vas devoir maîtriser certains termes techniques qui font peur, comprendre comment certaines choses fonctionnent, et si tu tiens bon après tout ça, tu verras qu'il y a des opportunités à saisir. Si t'es quelqu'un de curieux, d'ambitieux et d'autodidacte, je me fais aucun doute que tu vas accrocher et que tu partageras même peut-être ma passion. Maintenant, si t'as juste envie de savoir un petit peu comment ça fonctionne sans forcément rentrer dans le gros, eh bien cette vidéo est également pour toi. Parce que je vais expliquer les bases de la crypto, comment les acheter, comment les vendre, comment les stocker et même comment les utiliser. Alors si tu es prêt à relever le défi, suis-moi dans cette aventure. Si tu es à la recherche de nouveaux altcoins dont tu n'as jamais entendu parler, CoinMarketCap offre quelques informations de base que tu auras besoin. Tu peux aussi utiliser les filtres pour trouver des cryptos par capitalisation boursière, volume ou autre chose. Si tu as trouvé une crypto qui t'intéresse, tu peux effectuer une analyse rapide pour déterminer s'il s'agit d'une arnaque ou si elle mérite vraiment d'être examinée de plus près. Vérifie d'abord les exchanges qui proposent la crypto. CoinMarketCap note également les exchanges en fonction de leur crédibilité, ce qui te permet de savoir quel exchange utiliser et si la crypto est tradée sur des exchanges réputés. Après bien sûr, ce n'est pas parce que la crypto est disponible sur un exchange connu qu'il y a zéro risque, on est bien d'accord. Ensuite, tu peux vérifier le nombre d'adresses actives ainsi que la supply du projet, c'est-à-dire en fait combien de tokens sont alloués à la team, au VC, à la public sale, etc. Tout ça te donnera une bonne vue d'ensemble avant de creuser davantage. Ensuite, on a les arrondis, donc moi c'est la méthode que j'utilise actuellement et on voit que on a un total des arrondis pour la semaine du 20 février. On a un multiplicateur, donc moi je l'ai mis en x2 et on a l'arrondi des transactions rondes. Donc en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des transactions rondes dans mon budget, admettons que j'ai mis le plein d'essence dans ma voiture. Si je tombe sur 50 € tout pile, avec le petit jeu là du pistolet, dans les paramètres actuels, avec le multiplicateur x2, je vais mettre de côté 2 € en Bitcoin. Et ça peut très rapidement monter. Le 7 mars prochain, à 9h30 heure locale, aura lieu à la Cour d'appel fédérale de la ville de Washington, l'une des audiences les plus importantes de l'écosystème crypto depuis longtemps. Alors non, il ne s'agit pas de Sam Bankman-Fried et de l'affaire FTX, ni de Do Kwon et de l'effondrement de Terra Luna.
Il ne s'agit pas non plus des derniers rebondissements de la saga Mongox. Non, le 7 mars prochain, Grayscale aura pour la première fois l'occasion de présenter ses arguments et de s'exprimer face à un juge dans le procès qui l'oppose à la SEC, le gendarme des marchés financiers américains, dirigé, comme vous le savez, par monsieur Gary Gensler, ancien banquier de chez Goldman Sachs et également ancien professeur au MIT pour le cours Blockchain and Money. Alors, pour rappel ou pour info, Grayscale élabore et propose depuis 2013 des produits financiers crypto. Le plus connu de tous est bien entendu le Grayscale Bitcoin Trust, le GBTC. Un trust comme ceux de Grayscale est une entité juridique qui détient des actifs financiers pour le compte d'une autre personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation. Cette entité est ensuite découpée en parts et celles-ci sont distribuées à ses détenteurs en fonction de ce qu'ils possèdent dans le fonds. Ensuite, comme avec des actions de sociétés comme Apple ou Microsoft, les parts du fonds peuvent être achetées ou vendues sur le marché secondaire. Donc, dit autrement, celui qui détient des parts du trust est virtuellement propriétaire d'une partie des bitcoins que garde Grayscale dans le GBTC. Vous vous demandez sûrement pourquoi certaines personnes achètent ces parts de trust plutôt que directement de vrais bitcoins. Eh bien, acheter et conserver des bitcoins est encore pour de nombreux investisseurs une aventure obscure et mystérieuse, surtout quand vous essayez d'en acheter pour des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Lido, prochain sur la liste noire de la SEC. Voilà. On se demande, ils vont à la pêche, c'est quoi le problème de la SEC là? Ils vont à la pêche ou quoi c'est chaud, hein, j'ai l'impression que... ce qui était un peu embêtant quand même, c'est qu'on a l'impression que dans notre écosystème, personne n'est en règle, quoi. Personne n'est en règle. Bon, ça c'est quand même peut-être un petit souci, quoi. Alors, on va commencer rapidement par Silvergate, vous savez, la banque qui est en train de s'écrouler aux États-Unis et c'est une banque qui est très utilisée par plein d'exchanges crypto, de projets crypto aussi. Donc là, on a un short seller, donc quelqu'un qui parie sur le cours à la baisse de cette crypto-monnaie depuis de nombreux mois maintenant, qui pense même que Silvergate pourrait faire faillite d'ici la semaine prochaine. Donc ça pourrait vraiment se passer très rapidement et on peut s'attendre du coup encore à du mouvement, de la volatilité associée avec les crypto-monnaies. On rappelle que Kraken semble toujours utiliser Silvergate. Dans les dernières semaines, deux grosses sociétés américaines qui proposaient des services pour générer des intérêts à leurs clients se sont pris une amende et ont dû arrêter leurs services. Nexo a payé 45 millions d'euros d'amende et a préféré quitter les États-Unis pour pouvoir continuer d'exercer et de proposer ses produits. Kraken a payé 30 millions de dollars d'amende et a dû instantanément arrêter de proposer ses produits aux États-Unis. Ils ont d'ailleurs précisé qu'ils continuaient à les proposer aux Européens. Alors déjà, est-ce que c'est une surprise ? Pas vraiment. Le chairman de la Security Exchange Commission, Gary Gensler, avait expliqué s'intéresser très près à ces sujets et à ces différents produits de earning. De la même façon, le CEO de Coinbase, énorme entreprise dans les crypto-monnaies carrément cotée en bourse au Nasdaq, s'était exprimé sur Twitter et avait justement fait part de son inquiétude sur la façon dont allaient être interprétés légalement ces différents produits de earning qui permettent de générer des intérêts aux cryptos. Donc le fait qu'il y ait quelques claques qui tombent derrière, c'était pas vraiment une surprise. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on en arrive là et qu'est-ce qu'il faisait d'illégal pour payer une amende et pour devoir arrêter ce service? Par contre, il y a Tether, là c'est une toute nouvelle information qui vient de tomber, qui est accusé de fraude bancaire et ça pourrait avoir bien évidemment un impact encore une fois sur les marchés crypto, mais en tout cas Tether, il y a toujours eu des doutes sur leur passé en particulier des fondateurs de ce projet-là, et vous le savez, c'est pour ça que les stablecoins en général, j'ai tendance à m'en méfier et à me méfier de tous les stablecoins. Il y a encore peut-être des choses qui vont arriver, on va suivre ça cette semaine, mais il y a peut-être des accusations concernant Tether, en tous les cas dans leur passé au niveau de la gestion, des problèmes bancaires dans le passé, où ils auraient fait des transferts d'argent tout simplement. Donc ça c'est une information à suivre. Tether aussi, comme un peu tous les projets en ce moment, sont dans le viseur de la SEC, en particulier aux États-Unis en ce moment la réglementation vraiment se durcit. On va suivre ça bien évidemment. Tu sais que moi j'ai lu ce matin dans je sais pas quelle news sur internet qui possédait l'arme atomique CZ. Sérieux? Ce qui paraît, ouais. Bientôt ils vont l'envahir parce qu'il a des armes de destruction massive, le gars. Ah d'accord, donc ouais, ça pourrait être une arme que Gary Gensler ou la SEC pourrait utiliser contre Binance. L'anthrax ça marche plus, mais ouais, ce que vient de dire Pete, ouais, c'est une vraie cabale, hein, blague à part. Incroyable. Binance, voilà le titre persona non grata aux États-Unis. Mais oui, je vois pas d'autres termes. Les gens, ils ne font même pas semblant. Toutes les headlines, c'est Binance. Il y a plein d'autres exchanges, hein. Non. Le seul problématique, c'est lui là-bas, Binance. Et maintenant, des sénateurs, c'est ça, David ? Ouais, c'est ça, 3 sénateurs. 3 sénateurs, bon, ils sont pas connus pour être crypto-friendly comme Silvergate. Donc du coup, en fait, c'est marrant, t'as l'impression qu'ils sont levés un matin en se disant « Mon combat de ma vie, dorénavant, ça va être la crypto ».
Et je vais. Attends, mais la qu'est-ce que crypto, j'avais comme pas combat forcément dans ma vie américaine. Hein. Ouais. Pas grand-chose. Voilà. Je vais prendre celui-là. Est-ce que t'as les gens qui sont derrière ces personnes-là, Peter parce qu'en fait, il faudrait voir qui parle dans l'oreille de ces sénateurs, hein? Qui bouge les mains? Je sais pas. En attendant, là, il y a même CZ qui est attaqué. C'est-à-dire qu'ils en sont à devoir checker dans les notes internes de CZ pour voir si CZ essayait de contourner ou de ralentir les investigations. C'est ça le souci, c'est qu'ils ne se contentent pas d'attaquer uniquement Binance. Ils attaquent aussi, tu vois. Genre, t'as un problème avec Tesla ou avec autre. Tu vas pas forcément attaquer la source. Bah si, eux ils le font. Ouais, sans pression. La dernière chose qu'ils ont trouvé, alors attention, hein, ça c'est breaking news parce qu'on est en direct avec CZ. La dernière chose qu'ils ont trouvé sur un des post-it sur lequel avait écrit CZ, c'était qu'il avait commandé une pizza avec de l'ananas. Donc là, la communauté italienne, oulala. Pizza hawaïenne. D'ailleurs, ils ont retrouvé une part dans la boîte. Ils se posent des questions. L'ADN est en train d'être testé. L'Italie est en PLS. Attention. Même là, CZ, je peux pas te suivre, hein, frérot. Non, mais tu rigoles, mais ils ont demandé les bilans de la société, ça a été très long. Hein. C'est, comme je te disais, les notes internes de CZ au sein de ses équipes pour savoir s'ils ralentissaient pas la procédure. Enfin, voilà, on sent qu'ils cherchent des poux dans la tête de Binance, de CZ et tout ce qui est autour. Bon, écoute, pour l'instant, il n'y a pas forcément quelque chose qui a été trouvé, mais tu vois, c'est comme tout. C'est à un moment donné, ils vont trouver peut-être une petite chose à laquelle ils vont relier autre chose, jusqu'à ce qu'une grosse headline puisse être pondue par les médias qui vont faire leur beurre dessus, et un FUD assez gros pour qu'il y ait vraiment une secousse sur l'exchange. Revenons très rapidement sur l'affaire MTGOX. Alors MTGOX, c'était une grosse plateforme crypto dans les années 2010-2014. L'influence qu'MTGOX avait était similaire à l'influence que Binance a, si ce n'est plus grande. MTGOX avait malheureusement été victime d'un hack, et suite à ce hack, l'ensemble des investisseurs avaient perdu leurs fonds, et depuis ils se battent pour les retrouver. Et là, après pratiquement 10 ans, on apprend qu'une partie des victimes de la faillite d'MTGOX, va enfin pouvoir recevoir une partie des bitcoins perdus sous certaines conditions. Donc tu vois, il y a beaucoup de conditionnels, hein. Et ces victimes-là pourront les retrouver sur d'autres sexes, mais attention, les plateformes vont également avoir besoin d'un délai de 20 à 90 jours avant de redistribuer les fonds aux bénéficiaires. Alors ma première réflexion, c'est de me dire mieux vaut tard que jamais. Ça fait déjà 10 ans que les victimes veulent retrouver leurs fonds. J'espère juste que les victimes d'FTX ne vont pas devoir attendre aussi longtemps avant de retrouver leurs fonds. Allez, sinon, on avance. Les banques pakistanaises s'accordent sur le développement des systèmes KYC passés sur la blockchain. Bah voilà, hein, des bonnes news. Hein. On avance dans le monde. Hein. On avance dans le monde. Tous les pays sont intéressés par la crypto-monnaie. Tous les pays sont intéressés par les blockchains. Ça, c'est sûr. Ça y est, maintenant, le monde entier a adopté ça en se disant, oui, après tout, au début, c'était... on dénigrait ça partout, et maintenant, ça y est, on s'est dit, les blockchains, ouais, ça, c'est super. Après, le côté financier, le côté crypto-monnaie, le côté paiement, tout ça, bon, c'est des choses qui vont arriver. Hein. Il y a des blockchains qui ne font pas de paiement, pour simplifier les choses, hein, où il n'y a pas d'argent dessus, attention, hein. C'est deux mondes différents que je vous explique à longueur de temps. J'essaye de le faire d'une manière assez simple pour qu'on prenne bien les choses. Allez, le Pakistan avance. L'Iran achève la phase pré-pilote de la monnaie numérique de la Banque centrale. On a bien compris, les banques centrales dans le monde entier, les monnaies numériques vont arriver. Ça va être assez intéressant de voir un petit peu comment nous, on va se positionner avec notre DeFi quand il y aura des monnaies numériques. J'espère que les monnaies numériques vont pas nous manger la DeFi. C'est deux choses différentes. Hein. Monnaie numérique, elle est centralisée. La DeFi, c'est finance décentralisée. Donc décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité dessus. Hein. Et encore une fois, ça faut faire vraiment la nuance quand on rentre dans la crypto-monnaie. Hein. Il y a des crypto-monnaies qui sont centralisées, il y a des crypto-monnaies qui seront décentralisées. Donc pour rester en France, comme je le disais tout à l'heure en pré-show, l'Assemblée nationale durcit le ton et renforce l'enregistrement PSAN pour les sociétés crypto. Donc on en a parlé à plusieurs reprises. En janvier, une loi, un député, Hervé Moret, avait essayé de faire passer une loi qui venait durcir les règles pour pouvoir être enregistré PSAN et donc enregistré ou régulé PSAN. Pour pouvoir en fait proposer des services, notamment de trading, mais aussi de custody de crypto en France. Ça avait été débouté une première fois par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que ça avait voté non en majorité, sauf que ce qui s'est passé, c'est que Hervé Moret a ramené son projet de loi au Sénat. Ça a permis de créer ce qu'on appelle une commission mixte paritaire et qui a permis de modifier la loi pour la repasser à l'Assemblée, et du coup l'Assemblée a finalement voté oui hier, donc le 2 mars.
pour faire rentrer en vigueur cette nouvelle réglementation. Donc cette nouvelle réglementation exige donc 3 choses supplémentaires. Donc que toutes les entreprises qui sont dans l'échange ou dans la conservation de crypto soient forcément enregistrées PSAN. Donc il y a encore une fois l'enregistrement et l'agrément. L'enregistrement, c'est une première couche qui est quand même compliquée à avoir, mais qui est plus simple que l'agrément. Et l'agrément, c'est vraiment le Graal plus, mais ça demande beaucoup d'argent et surtout des gros pouvoirs au niveau juridique pour pouvoir se taper toute la paperasse. Donc enregistrement PSAN, c'est plein de petites startups qui peuvent se le permettre. Agrément PSAN, enregistrement PSAN, c'est oui tout le monde, mais agrément, donc le truc plus, c'est plutôt du Binance, du Coinbase, du Crypto.com et ainsi de suite. Donc pour moi, alors c'est dommage parce que il y a avantage et inconvénient sur cette nouvelle loi. Avantage, c'est qu'ils vont demander plus de preuves concernant notamment la question interne de ce qu'ils appellent la gestion des conflits, mais en gros, c'est d'éviter un FTX français. Une capacité à mieux se défendre en cas de cyberattaque, donc ça on en parlait tout à l'heure. Moi je pense que c'est une bonne chose parce que le vrai problème aujourd'hui en crypto et en échange décentralisé et tout ce qui est un peu décentralisé, c'est vraiment les questions de cybersécurité. Et de communiquer de manière plus transparente sur en gros comment sont conservés les cryptos et comment sont gérées les transactions. Donc pour moi je trouve que c'est bien, ça va dans le bon sens, mais le problème sous-jacent, c'est qu'en fait, là, le régulateur, il veut que toutes les boîtes, même tous les projets, c'est même pas forcément les boîtes, c'est les projets qui se lancent, soient enregistrés PSAN pour pouvoir être OK avec la loi en France. Donc ça veut dire que même nous, je sais pas, imaginons, on le fera pas, je vous le dis d'avance, mais imaginons demain, on lance une collection de NFT ou un token en tant que personne qui ont un projet, donc sans avoir une structure juridique. En fait, ça voudrait dire que pour être compliant au niveau de la loi, il va falloir que nous, on déclare notre projet de NFT auprès de l'AMF pour être enregistré PSAN. Donc, ce qui est un petit peu débile, et c'est un peu ce qui est défendu par l'ADAN, donc, qui est une association, qui est une sorte de lobby des acteurs du milieu des actifs numériques en France, qui dit au gouvernement, les gars, ça va trop loin, est-ce qu'on pourrait pas trouver un arrangement ? Donc là, pour l'instant, la loi est passée, donc on va essayer de trouver une solution par ailleurs. Mais ce que ça implique, en fait, c'est que tous les projets qui veulent être dans le cadre de la loi doivent s'enregistrer d'ici à janvier 2024, sous peine de se manger des amendes ou des fermetures. Voilà. Donc c'est dommage, ça va peut-être faire partir encore plus de boîtes ou de projets crypto à l'étranger. La Chine pourrait bien réfléchir à envoyer directement des armes à la Russie, selon le chef de la diplomatie US, Anthony Blinken. Du côté chinois, si la Russie venait à tomber, cela la mettrait directement en face des USA comme ennemi numéro 1. Et cela pourrait également compromettre une partie de sa croissance de long terme qui dépend étroitement des matières premières russes, dont les ressources énergétiques. De l'autre côté, celui des Occidentaux, si la Chine commence à fournir une aide militaire à la Russie, cela signifie que le conflit s'étend et que la Russie pourrait avoir les moyens de tenir bien plus longtemps, voire d'avancer bien plus rapidement. C'est bien pour cela que Zelensky s'empresse de monter en épingle cette situation critique en criant sur tous les toits que cela signifierait une guerre mondiale avec l'espoir que cela lui permette de renforcer le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Bref, chacun défend ses intérêts et en conséquence de quoi la situation devient toujours plus instable. Aujourd'hui, je veux prendre du recul sur cette guerre pour replacer les faits et les enjeux stratégiques de chacun sans pour autant verser dans la morale ou le bien le mal, car je pense qu'à cette échelle, ce sont des considérations qui ne sont pas pertinentes. Dit autrement, à notre échelle, les particuliers, pas particulièrement particuliers, notre avis n'intéresse personne et n'influence rien dans ces événements. Donc je préfère présenter une analyse détachée et pragmatique, car comprendre, c'est se donner les moyens de s'adapter, chacun à notre niveau. Alors la première chose qu'il faudra retenir, c'est tout d'abord les commentaires de Monsieur Bostich. Monsieur Bostich, qui est le patron de la fête d'Atlanta, a parlé jeudi en fin de journée pour dire que lui, il était plutôt enclin à une hausse des taux lente et régulière ces prochains mois. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a entendu lente et régulière, mais surtout avec des petites hausses. Lui, il parle de 0,25% par meeting de la Fed, ce qui est plutôt rassurant. On se dit, ah bah, nous, on avait peur
alors qu'ils attaquent directement avec un 0,5 au mois de mars, le 21 et le 22 mars, et finalement non, ce sera peut-être 0,25 en mars, 0,25 en mai, 0,25 en juin. Donc tout le monde se dit ah ben c'est cool parce qu'ils vont monter les taux moins que prévu. Bon, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que Monsieur Bostich n'a pas tous les pouvoirs, c'est pas lui qui décide tout ce qui se passe à la Fed, mais nous on a anticipé un peu comme ça. Ce qu'on n'a pas anticipé, c'est que pour l'instant il parle de hausse de taux lente et régulière à coût de 0,25%. Si vous prenez les 6 prochains meetings à coût de 0,25%, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait quand même beaucoup à la fin, puisque ça fait quasiment un taux terminal à pas loin de 6%. On n'est pas là, mais il a pas dit quand c'est qu'il voulait arrêter de monter les taux, hein, puisqu'il faudra quand même contrôler ce qui va se passer au niveau de l'inflation. Donc ça a soulagé le marché parce que le marché continue à avoir cette capacité à voir uniquement ce qui l'intéresse. Hein. On se concentre vraiment sur les bonnes nouvelles, on oublie le reste. Alors aujourd'hui dans la partie macroéconomique, ça va être gastronomie. En apéritif, nous avons eu la confiance des consommateurs aux États-Unis en début de semaine. C'est ressorti sous les attentes. Alors tu vas me dire, oui, c'est un sondage, mais ça témoigne un peu plus que c'est pas la fête. On en parlera plus en détail après, mais ça a permis de prolonger dans un premier temps le mouvement baissier des indices américains qu'on avait connu la semaine d'avant. En plat de consistance, l'indice PMI manufacturier aux États-Unis. C'était conforme aux attentes, mais sous 50. Sous 50, tu te souviens, contraction de l'activité, au-dessus, expansion. En Chine, on a eu aussi des PMI. Et lui, il est bon. Il augmente d'ailleurs pour la première fois depuis 7 mois. Alors forcément, hein, ça y est, ils se sont dit... Oh, le Covid, il est passé, on va commencer à lever les restrictions. Donc ça relance l'activité, automatiquement. On passe au-dessus du niveau de 50 et même d'ailleurs au-dessus de ce que le marché attendait. Bonne nouvelle, ça calme les inquiétudes qu'on a vues juste avant en apéritif. Deuxième plat de résistance, oui, c'est repas gastronomique. Les banques centrales. Le marché intègre un taux de dépôt de la part de la Banque Centrale Européenne à 4%. Concernant le taux nominal de la BCE, Goldman Sachs le voit à 3,75%, alors qu'il ne le prévoyait que jusqu'à 3,50% il y a quelques semaines. L'un des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne s'attend à ce que l'inflation ne baisse que progressivement. Pourquoi? Parce que les augmentations des salaires sont supérieures à la moyenne. Et ça pourrait se refléter de plus en plus sur les prix. Il a ajouté vouloir que la Banque Centrale Européenne accélère la réduction de son bilan, 15 milliards d'euros dès le mois de mars, puis 20 milliards d'euros au mois de juillet. La Réserve fédérale américaine, quant à elle, va le relever d'au moins 25 points de base, ses taux directeurs le 22 mars. Alors la semaine prochaine, du 6 au 10, on aura des chiffres qui vont faire bouger les choses dans le marché traditionnel et donc aussi dans le marché crypto qui est totalement raccordé au marché traditionnel malheureusement encore. Le jour, ça sera totalement décorrélé. Bon, ça sera victoire. Donc on aura Jérôme Powell, le président de la Banque Centrale, qui va parler le 7, ça sera mardi. Le 8, mercredi, on va parler, le mercredi et le vendredi, on va parler de tout ce qui est chômage et compagnie et emploi disponible et tutti quanti. On verra si les analyses vont être éclatées au sol au niveau de la prévision comme le mois dernier et le marché va pas du tout aimer ça ou pas. On verra si le marché du travail est toujours tendu, c'est-à-dire les gens ont beaucoup de travail, les gens demandent peu d'emplois et il y a en plus plein d'emplois disponibles. Ça, c'est le pire scénario qu'on a vu la dernière fois. Est-ce qu'on va voir la même chose ou pas? Et le 14, comme le 14 février de la Saint-Valentin, le 14 mars cette fois, ce sera aussi les chiffres de l'inflation. Donc prépare ta jolie belle rose, ta petite coucouche, parce que ça peut peut-être piquer. Si pour la première fois, on a une inflation qui est positive, qui repart, alors là, ça risque de picoter partout. Et au niveau des taux directeurs par la Banque Centrale Américaine, donc maintenant, on a un taux supérieur qui est à 5,50%. Je te rappelle qu'il y a quelques mois, on était à 5%, et après, c'était le pivot qui devait arriver vers septembre 2023. Là, on est à 5,5% pour le maximum et ça peut évoluer. C'est-à-dire, par exemple, en mars, si l'inflation monte, sachant que le mois dernier, elle a diminué de 0,1% entre l'inflation et les prévisions. Donc, le truc pile, t'as envie de dire, vous foutez de nous, en fait, pour les chiffres de l'inflation. À chaque fois, c'est des chiffres, mais alors, il faut que ça tombe un petit peu. À chaque fois, on met sur le 8 rouge et on a le 8 rouge sur l'inflation. Par contre, les autres chiffres, ils sont éclatés au sol et prévisionnistes, quoi. Donc, tu comprends pas. Bon, bref. Et donc là, pivot d'Afed, ce que les gens appellent le pivot, c'est inversion des taux, l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire ça, la Fed commence à baisser ses taux, donc les crédits deviennent plus abordables pour les particuliers, pour les entreprises, et tutti quanti, c'est ce qu'on appelle le pivot de la Fed qui devrait arriver 1er janvier 2024, sachant que les marchés price d'habitude tout à l'avance comme d'habitude, ça peut être 6 mois pricé à l'avance, ça peut être un peu moins, bon. Donc tu sens bien que peut-être mi-2023, ou vers la rentrée 2023, parce que t'as l'été, parce que t'as la dash quand même en
bourse qui dit sell in May et go away. Donc tu vas en mai et tu te casses, et mai, juin, juillet, août, tu prends tes vacances et tu reviens en septembre. Donc peut-être que septembre, ça peut être un rallye. On verra bien. C'est juste des pronostics que je fais comme ça. Alors, on va passer sur la macroéconomie. Macroéconomie, on voit quand même pas mal de choses qui ont été intéressantes, notamment vendredi, et qui nous disent pas mal de choses. On a DXY qui est toujours en consolidation, et qui est toujours dans une forme de ranging pour retester le niveau des 105. Donc niveau des 105 très important, je vous l'ai expliqué, dans lequel on pourra avoir justement un rebond pour une continuité baissière, ce qui serait quand même le must en termes de macroéconomie et en termes de crypto. Ça veut dire que on aurait une baisse de l'indice dollar, donc ça veut dire une capacité d'investissement extérieur qui serait supérieure et un retour certainement des afflux monétaires sur des actifs beaucoup plus risqués. On va commencer par le Summonly en logarithmique. Pour l'instant, c'est plutôt bullish ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que ce triangle en logarithmique a été pété à la hausse. Pour l'instant, on dirait que le support 0,3 et 2 ainsi que le support rouge diagonal fait office de support. On teste pour la deuxième fois, presque la deuxième fois. On est très proche, mais pas encore dessus sur 0,3 et 2. C'est environ 21 634. Sur le volume, ici, on peut voir que les 29 000 sont très proches parce que si on quitte cette zone à la hausse, gros trou jusqu'à environ 28 800, 29 000 on peut arrondir. Donc, ce serait bien de péter ça à la hausse pour aller très rapidement aux 29 000. Les bears ne seront pas prêts. Mais pour l'instant, en tout cas, ils gèrent sur 2-3 semaines. Le truc un peu négatif pour l'instant, c'est cette divergence bear, puisque là, ça monte et là, ça descend, ou c'est tout droit sur la RSI. Elle est confirmée si on clôture sous ce 0,3 et 2, donc 21 634. Mais attention, les boules sont là, puisque là, c'est tout droit, alors que là, ça monte. Donc ça, c'est un peu bizarre avec les petites divergences. Souvent, ça se transforme de divergence boule à divergence bear. Donc celui qui gagne, simplement celui qui breakout. Donc les boules ont gagné si on breakout ici les 24 218 et les bears ont gagné si on breakout autour des 21 634. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que si les boules pètent ça à la hausse, ils auront beaucoup plus de facilité à monter très rapidement que les bears qui ici ont pas mal de volume à percer. Donc plus il y a de volume, plus c'est difficile à percer. Je reprends juste Ishimoku Kinkoye. Ici, j'avais pas envie de l'oublier en weekly, vous avez toujours ces petits bloqueurs qui se trouvent un tout petit peu plus bas. Juste là, vous avez King Jun Tenkan. Hop, on va les reprendre. Pardon, c'était pas ici. Voilà, c'est juste ici, au niveau King Jun Tenkan. Donc la Tenkan repousse et repoussera très probablement le prix. Vous avez potentiellement un objectif ici sur les 21 180$ qui reviendra tester nos convictions, et une King Jun qui se trouve exactement sur les 0,50 en toute logique, qui n'a toujours pas bougé, qui probablement va bientôt remonter. On va le regarder ça tout de suite d'ailleurs au niveau de la semaine. On va regarder ça 26 périodes en arrière. Qu'est-ce que ça ferait ? Ouais, ça a ou peut-être... Oui, 27, parce que moi j'ai celle-là actuellement, donc probablement qu'on aura une augmentation au niveau de la King Jun semaine prochaine. Pas de problème avec ça, je pense que Karine Perwall nous le dira et nous le confirmera prochainement dans une vidéo, parce qu'elle le fait généralement le lundi, donc on aura probablement quelque chose comme ça, et ok, super. Bon bah finalement, probablement les acheteurs de dip peuvent se positionner sur ces niveaux de prix sans aucun problème, je pense, en étant tout simplement dans la tendance, mais un tout petit peu en avance vis-à-vis des indicateurs techniques en weekly qu'on pourrait avoir en confirmation à partir de la semaine prochaine. Deuxièmement, rappelez-vous le prix de production du Bitcoin qui va doubler dans 1 an maintenant, donc le prochain halving Bitcoin qui sera en mars 2024. Donc l'halving, c'est quoi ? C'est la diminution des récompenses, ok, donc qui sont divisées par 2, donc simplement le prix de production qui est doublé, l'halving qui est programmé pour le 29 mars, bon, ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, ça dépend du hash rate. Plus le hash rate monte, plus on va miner de blocs, et plus, enfin si je dis pas de bêtises, corrigez-moi, et plus on va se rapprocher de l'halving en fait. Mais là, c'est prévu à peu près pour le 29 mars 2024. Donc en gros, ça sera d'ici mars-avril 2024. Donc dans 1 an, on est en mars 2023. Et il faut savoir que le prix de production va doubler. Le prix de production moyen d'un Bitcoin qui à l'heure actuelle est de... le prix plancher qui est vers les 13 000. Donc le prix plancher passera à 26 000$. Et le prix de production moyen, on en a déjà parlé, mais du coup, qui est entre 24 000 et 14 000 à peu près. Donc ce qui veut dire que le prix de production moyen passera entre 28 et 48 000$. Et le Bitcoin est toujours très généralement dans son prix de production. Pourquoi ? Parce que c'est sa valeur intrinsèque. Donc d'une part, quelqu'un qui achète sous 28 000$ achète techniquement de façon assez professionnelle, même si encore une fois vous pouvez acheter à 28 par exemple, ou même là à 24, et le Bitcoin peut très bien pendant 6 mois rester sous 24 000$, mais à terme, si le Bitcoin est toujours haussier, vous ferez une plus-value, sachant que dans 1 an le prix de production va doubler, ok, et que la valeur plancher du Bitcoin sera probablement autour des 26 000$ pour l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui veut dire que il y aura de grosses probas d'ici 1 an d'être au moins au-dessus des 26 000$, si le hash rate ne s'effondre pas, si la difficulté ne s'effondre pas, etc. Et si l'halving se passe bien, ce qui sera probablement le cas.
Donc techniquement, c'est un investissement rationnel et aussi fondamental. Je me suis abonné à Glassnode. Glassnode, c'est tout ce qui est on-chain data, donc c'est des données qui sont directement récoltées depuis la blockchain. Donc ça nous donne toutes sortes finalement de données qui sont intéressantes et qui vont venir confirmer ou infirmer qu'est-ce qui se passe sur le marché de la crypto. Donc en ce moment, il y a énormément de FUD. Les gens disent que le Bitcoin c'est mort, comme à l'habitude, on a toujours le même je dirais, langage, c'est-à-dire la même façon de parler, comme on peut dire. Et moi, je vois avec les données, je vois avec qu'est-ce qui est fondamentalement prouvé. Et ce qu'on peut voir, guys, c'est que le nombre d'adresses Bitcoin continue d'augmenter d'année en année. Donc, si on a un Bitcoin qui est supposé mourir, pourquoi l'adoption continue à augmenter de jour en jour? Littéralement, ce sont des données on-chain, donc c'est des données qui sont à tout le monde très facile d'aller rechercher. Glassnode, évidemment, prend tout ça, met ça dans un package et te fait des chartes. Ce qui est plutôt bien, c'est quand même cher, c'est 39 $ US par mois. Donc, c'est quand même assez dispendieux, mais ça donne une idée un peu de qu'est-ce qui se passe. Donc, des adresses avec des adresses qui n'ont pas 0 Bitcoin, donc qui ont un fonds minimum, tu peux voir que sont en constante hausse. Des adresses avec plus de 0.01 Bitcoin, c'est la même chose, en constante hausse. Les adresses avec plus de 0.1 Bitcoin en constante hausse. Et c'est là après que on commence à voir un petit peu le jeu, pas des baleines, je dirais, parce qu'un Bitcoin, t'es vraiment pas une baleine encore. Encore une fois, constante hausse. En haut de 10 Bitcoin, je commence à considérer que t'es quelqu'un qui a énormément de Bitcoin. Donc, t'es pratiquement une baleine ou une petite baleine, du moins. Et là, tu peux voir que on est en constante hausse. On a atteint un certain plateau. Et là, après ça, plus on monte et plus on voit un peu le marché comme s'ajuster. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que si je regarde justement les adresses qui ont juste du Bitcoin, peu importe le montant, on est en constante hausse. On n'a pas vu tant de chute dans le nombre d'adresses, mais si je regarde avec les adresses qui ont plus de 10 000 Bitcoin, c'est là que tu vois qu'à un certain moment donné, c'est sûr que le marché peut chuter drastiquement parce que parfois, on a des ventes massives. Donc, on a des portefeuilles qui décident de vendre. Donc, si tu vois ici en 2020, on a eu une vente massive de Bitcoin et à partir de ce moment-là, on a eu une progression à la hausse. Donc là, tu vois que présentement, les portefeuilles avec plus de 10 000 Bitcoin dans leur portefeuille, littéralement, recommence à remonter à la hausse et c'est pratiquement un all-time high. Donc présentement, est-ce que c'est des institutions, des personnes, ça peut être n'importe qui, mais le nombre de portefeuilles avec plus de 10 000 Bitcoin continue d'augmenter. En octobre dernier, je te présentais Trendex, un site qui te permet d'investir sur les talents et de parier sur leur potentiel et leur réussite dans l'avenir. 4 mois après, qu'est-ce que ça donne? Où est-ce qu'ils en sont dans le projet? Et surtout, combien ça rapporte? On fait le point ensemble, tu l'auras compris, dans cette nouvelle vidéo. Alors, Trendex, comme dit en introduction, et pour te la faire très courte, le concept, c'est que tu as des talents, des célébrités qui sont en contrat, en partenariat en fait avec la plateforme. Tu vas pouvoir, toi, en tant qu'utilisateur, en tant que joueur, investir directement sur eux avec un principe de part. Donc là, tu vois, j'ai pas pris un bon exemple pour la prononciation du nom, mais en tout cas, c'est un talent sur lequel tu vas pouvoir investir, où tu as 426 parts actuellement disponibles à un prix de revient de 1,77 par part. Tu as ces catégories, tu as le détail un petit peu de son profil, du profil de ton talent et également un graphique si tu veux pouvoir analyser plus en détail sur l'évolution de son prix au cours des derniers mois. Et tu as également un onglet performance qui te permet de voir son score Trendex, puisque chaque talent aura un score qui te permettra de marquer des points et de gagner des récompenses dans les tournois à la Sorare. Et donc là tu vois son score et comment il évolue, notamment sur quels critères il est basé, donc où tu vois par exemple le nombre de followers, le nombre d'engagements qu'il a eu, le score d'influence et l'évolution sur le dernier mois. Aujourd'hui, on vous parle de Nyan Heroes, un jeu de tir à la 3e personne qui vous promet bien des surprises. Alors oui, pour ceux qui ont la ref du Nyan Cat, c'est bien un jeu à base de chat.
Seulement voilà, ces chats sont dans un monde futuriste plutôt cool, et en plus ils sont dans des mechas. Vous incarnez donc un chat qui est dans un mecha en forme de chat. Pour ceux qui ont la ref, c'est dans le même délire que Penny Parker dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Elle n'est pas un Spider-Man, mais son araignée est dans un mecha en forme d'araignée. Vous voyez le principe. Reste à savoir où tout cela va nous mener. Est-ce une blague ou un projet sérieux? Alors en ce qui concerne le lore qui soutient cette histoire de chat, l'action se déroule dans une ambiance post-apocalyptique. Nekovia, une civilisation féline millénaire qui a connu plusieurs âges d'or, s'est effondrée en 3 jours à cause d'un étrange fléau corrompant et transformant les habitants, les Nyan, en élémentaires. Les élémentaires sont de terrifiantes créatures dépourvues de raison qui sèment le chaos. Un peu le mode zombie à la sauce Nyan, quoi. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, Nyan signifie en japonais miaou. Le jeu se déroule 1 an après l'événement. La civilisation est au bord de l'extinction. Seule une poignée de survivants, 11 111 pour être précis, demeurent et continuent le combat grâce à leurs Guardians. Les Guardians sont en fait des mechas. Donc un Nyan plus un Guardian égale un Nyan Heroes. Le jeu est prévu pour le 3e trimestre 2023. Donc en théorie, si tout se déroule selon le plan, ce qui est très rare dans les projets métavers, disons-le clairement, c'est pour bientôt. Le week-end dernier avait lieu la NFT Paris, un salon dédié aux NFT à Paris, et j'y étais. L'occasion pour moi de vous faire un retour sur l'événement et sur les jeux blockchain qui étaient présents. Évidemment, le salon n'était pas réservé aux jeux, il y avait de tout, et notamment ce grand espace jaune dédié à l'art. Et désolé Picasso, mais je m'en bats les steaks. Moi, je suis resté dans ce coin bleu à la recherche de jeux vidéo, tel un bon gros bouffeur de cartes graphiques. Par contre, c'était blindé de monde, pire que Disneyland le truc. Tu veux rentrer que, tu veux manger que, tu veux regarder une conférence que. C'était vraiment l'endroit parfait pour ceux qui aiment les bonnes grosses files d'attente. Mais le premier jour, je suis arrivé dans les premiers, ce qui m'a permis de tester le roguelite de World Wide Web. En gros, le gameplay est calqué sur Vampire Survivors ou Axidol pour ceux qui connaissent, donc le but ça va être de survivre à des vagues infinies d'ennemis comme une courgette au milieu de végétariens, ce qui va vous permettre de monter en niveau pour débloquer de nouvelles compétences, etc., etc. La boucle de gameplay est très addictive et la petite touche sympa lors de l'événement, c'est qu'on jouait au jeu sur une borne d'arcade faite pour l'occasion. Ensuite, j'ai pu tester Icon X World, un nom qui pourrait faire penser à un métavers dédié aux stars de films de Huck, mais heureusement ou malheureusement en fonction de vos centres d'intérêt, il s'agit d'un jeu de course automobile. Et ça tombe bien parce que j'adore les jeux de bagnole à tel point que je suis même du genre à aller voir tous les Fast and Furious, quitte à m'infliger des salles de ciné remplies de collégiens aussi disciplinés que des singes sous cocaïne. Donc autant vous dire que quand sur le stand j'étais assis sur un siège baquet avec un volant entre les mains pour tester le jeu, j'étais aux anges. Quant au principe, il est méga simple, vous devez mettre une petite mise en crypto pour faire la course contre d'autres joueurs et à la fin vous allez gagner plus ou moins d'argent en fonction de votre résultat. Et le point fort de ce projet, c'est que c'est un excellent jeu de course puisqu'il ne s'agit pas d'un jeu qu'ils ont développé eux-mêmes, mais il s'agit d'Assetto Corsa, un des meilleurs jeux de simulation automobile à l'heure actuelle. En fait, ils ont simplement créé un serveur personnalisé dans lequel ils ont intégré de la crypto. Mais le problème, c'est que ce point fort, c'est aussi leur point faible, parce qu'à tout moment, Assetto Corsa peut leur dire hop hop hop, ça nous plaît pas trop que vous mettiez de la crypto dans notre jeu là, donc vous arrêtez tout de suite. On a déjà vu ça se produire sur des projets crypto qui avaient lancé des serveurs sur Minecraft ou GTA, et ils ont dû arrêter très vite avant d'avoir affaire aux avocats de Microsoft et de Rockstar. Deuxième news assez marrante, Picasso, l'IA générateur d'NFT de Binance, serait en plagiat. Donc Binance a lancé il y a quelques temps, pas longtemps, une intelligence artificielle sur leur site où tu peux minter tout simplement des images en forme de NFT. Et par contre, le développeur d'un projet qui s'appelle Chatcasso, le lauréat du hackathon de BNB Chain, vient de faire un aveu gênant pour les administrateurs de Binance. Ah, qu'est-ce qu'il se dit? Donc Chatcasso, dont le nom se rapproche un peu de Picasso, tu vois, n'est autre que le gagnant du premier prix du hackathon BNB Chain qui a eu lieu du 17 au 19 décembre dernier à Séoul. Et il a reçu 5 000 $ en BUSD de récompense de sa prouesse. Donc en gros, il fallait développer des trucs. Il a gagné parce que lui, il a développé le Chatcasso, qui est une intelligence artificielle de génération d'images et qui convertit direct en NFT. Et donc, il a fait un tweet en disant, regarde, je cite, continue à construire, disait CZ, le boss de Binance. Ce qu'il n'a pas dit, si vous le construisez bien, nous le coupierons de matière flagrante et lui livrerons comme notre produit. Oh, le gros bâtard! Histoire du vol par Binance de notre projet ayant remporté la première place du hackathon. Et après, il y a un gros thread ici. Et donc, notre ami Goma, il a utilisé de grands moyens pour mettre à nu des pratiques malveillantes de Binance. Il a, entre autres, publié une capture d'écran de la comparaison des deux projets Chatcasso et Picasso dans son thread. Et il montre que ça génère exactement la même chose, tu vois.
Et donc, bien sûr, Binance dit, mais pas du tout, malgré les similitudes que ça soit exactement la même chose qui soit générée par les deux IA, après avoir effectué un examen en interne avec lui-même, CZ avec lui-même, nous sommes convaincus que Picasso était conçu et développé indépendamment plus de 2 semaines avant le hackathon de BNB. Mais bien sûr. Et donc, pourquoi ils ne veulent pas lâcher leur petit bébé qu'ils ont volé? Parce que le projet a enregistré 10 000 mints en seulement 2h30. Le Picasso a un bel avenir devant lui. Donc si CZ a plagié, a volé, a copié-collé le soft du mec, il y a quand même des chances, hein, bah, il est pas gentil. Et puis bon, bah, malheureusement, ça correspond bien au personnage où t'as plus confiance. Moi, j'ai plus confiance malheureusement avec tout ce qui s'est passé avec ce mec-là. Bref. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.